Voilà, vous l'aurez compris, donc on se retrouve dans le cadre du festival Biz and Buzz qui a commencé depuis hier avec une centaine d'événements dans l'Alsace. La conférence que je vous propose, donc le facteur humain dans les équipes projets, c'est une des 4 qu'on organise dans le cadre de ce festival Biz and Buzz. Voilà, sans plus attendre, pour petit rappel, nous allons enregistrer ce webinaire pour le proposer sur le site de Biz and Buzz, notamment, et sur le site ES via notre chaîne YouTube dans les prochains jours. Voilà, en quelques très rapide présentation d'ES concernant. Donc je suis coordonnateur de l'innovation au sein du groupe ES. Le groupe ES, on est une filiale d'EDF. On a 4 métiers principaux: la distribution d'électricité avec plus de 15 000 km de réseau électrique en Alsace, les énergies renouvelables avec une centrale biomasse, une centrale géothermique, de la microhydraulique, 2 centrales géothermiques d'ailleurs, de la fourniture d'énergie en faisant de la fourniture d'électricité, de gaz notamment, et des services énergétiques qui sont des services pour les industriels et les collectivités, de la gestion des bâtiments, etc. On a 500 000 clients, un petit peu plus, on est plus de 1200 salariés au sein du groupe ES, donc le facteur humain est quelque chose qui nous intéresse évidemment au plus haut point. Dans notre raison d'être, on veut éclairer les nouveaux horizons de l'énergie en Alsace, c'est dans ce cadre d'ailleurs que s'inscrit cette conférence, et nos ambitions, on en a 5 en fait, être moteur du dynamisme économique de l'Alsace et de la transition énergétique, c'est là-dedans que s'inscrivent d'ailleurs les 4 événements, être le choix numéro 1 de nos clients, développer nos compétences, notre esprit d'entreprendre, avoir un excellent niveau de performance pour nos infrastructures et renouveler un modèle d'énergéticien local. On est une filiale d'EDF, mais société anonyme, donc c'est un modèle assez original, en tout cas en France. On est le plus gros des énergéticiens locaux en France. Alors pourquoi je vais vous parler de ce facteur humain dans les équipes projets? Mais en fait, dans beaucoup d'entreprises, j'entends parler de projets, d'équipes projets, mais finalement, moi, ça fait pas loin de 50 ans que je bosse et que je suis engagé dans les mondes associatifs et notamment dans le football. J'ai été longtemps président d'un club de football. Pour moi, la notion d'équipe, c'est pas celle que je vois dans les équipes projets que je vois dans nos entreprises, dans les entreprises d'une façon générale. Et donc, cette question humaine m'intéresse au plus haut point. Je vous l'ai dit avant, j'en ai même fait un TEDx il y a quelques années à La Rochelle sur le permis d'être soi-même, comment développer et engager les gens pour qu'ils développent leur talent et qu'ils puissent s'épanouir finalement professionnellement notamment. Voilà, je vais pas vous le passer maintenant, c'est pas l'objet, et ce sera cliquable dans les différents replay et supports qu'on vous proposera de télécharger. Quand on parle de l'humain, avant de parler de l'humain, il faut comprendre qu'on est aujourd'hui à la 4e révolution industrielle. Chaque révolution industrielle, il y a des grands changements sociétaux notamment. Il y a un avant et un après. Il y a eu la production mécanique et la machine à vapeur évidemment a changé l'industrie, a commencé à pas mal changer l'industrie. Il y a eu la production de masse poussée par l'énergie électrique et le pétrole. Vous imaginez que du jour au lendemain ou presque en quelques dizaines d'années, tous les chevaux ont été remplacés par des tracteurs ou des automobiles. La production automatisée, c'est la micro-informatique notamment qui se développe dans les entreprises. Et puis en ce moment, on vit cette 4e révolution industrielle avec les nouvelles technologies, le big data, le cloud, et qui a un gros enjeu, c'est notamment de partager ces données, parce que les données en tant que telles, elles ne sont pas intelligentes. Et pour les rendre intelligentes, il faut qu'elles puissent dialoguer entre elles. Et on est aussi dans un monde, entre-temps, on a marché sur la Lune, les entreprises et les industries sont de plus en plus numérisées, et il y a un dialogue entre les machines qui se passe. Mais pour que ces données soient intelligentes, il faut aussi que les propriétaires des données les partagent, comprennent qu'elles ont un intérêt commun
en interne aux entreprises, voire en open data. Et donc, il est important de désiloter également les cerveaux des personnes qui gèrent finalement toutes ces données. Et donc, l'enjeu, c'est de collaborer. D'ailleurs, on est dans cette transition où on passe d'un mode de coopération à un mode de collaboration, où avant, en gros, le paddock de Formule 1 l'expliquait, ça marche très bien. Il y a quelques années, c'était encore 8 secondes pour changer les pneus. Aujourd'hui, ils sont à 2 secondes et demie ou voire moins pour changer les pneus sur un circuit de Formule 1. Il y a une quinzaine de personnes autour de la Formule 1. Chacun a une tâche très précise. La preuve, ça marche et ils arrivent à le faire. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans des modes projet où il y a plusieurs personnes qui vont participer à une équipe projet. Dans l'idée, c'est qu'elle apporte évidemment son expertise pointue, mais elle apporte aussi toutes ses connaissances pour enrichir le projet globalement. Voilà, donc c'est un petit peu une différence. Avant, c'était un chacun sa partie du tout. Là, aujourd'hui, on est plutôt dans le tout pour tous. Il y a 2 enquêtes qui m'ont fortement marqué il y a quelques années, mais elles n'ont pas beaucoup évolué de ce côté-là. En 2017, il y a eu une enquête de Gallup qui montrait que qui interrogeait finalement les salariés, notamment en France, la manière dont ils sont engagés, est-ce qu'ils sont activement engagés, est-ce qu'ils sont activement désengagés, ou est-ce qu'ils sont dans le ventre mou, entre guillemets. Et cette étude montrait que 6% seulement des personnes étaient engagées. Il y en avait à peu près 25% de désengagés et le ventre mou à peu près 70%. Il y a une autre étude parallèlement qui a été faite par Ticket for Change qui montrait que 94% des Français ont envie d'agir, mais que dans la réalité, il y en a que 20% finalement qui agissent dans le monde associatif ou autre. Donc cet écart montre bien qu'il y a de l'envie, mais que les possibilités sont quand même difficilement proposées par la société, les associations ou les entreprises de ce côté-là. Et donc il y a un ensemble de mots comme ça qui m'intéressent, sur lesquels j'aime bien me parler, entre avoir les tripes, mettre son talent, avoir du résultat, de l'engagement, etc., etc. C'est un univers sur ce facteur humain où on voit beaucoup de gâchis, beaucoup de frustration, beaucoup d'envie, et donc des notions d'intrapreneuriat également sur lesquelles je vais revenir rapidement. Avant d'appeler loin, je vous passais, quand j'avais pas préparé mon TEDx, j'étais allé interviewer Zakaria qui avait 15 ans à l'époque, qui était un jeune arbitre de mon club de foot. Je vous propose de l'écouter. Bonjour Zakaria. Bonjour Bernard. Ça fait un peu plus d'1 an que tu es arbitre, enfin ça fera bientôt 1 an que tu es arbitre. Bientôt 1 an. Comment ça se passe? Ça va, j'ai commencé à 14 ans, décembre 2015. Et petit à petit, je progresse et j'arbitre des hauts niveaux. Au début, j'ai commencé promotion A, B, et là, j'arbitre les féminines, les seniors féminines, les demi-finales de Coupe Crédit Mutuel. C'est des gens qui ont quel âge maintenant que tu arbitres? C'est des gens qui ont... C'est des seniors quand même, ils ont 40, pas 40, un peu moins de 40. Alors comment ça se passe? Tu arrives à t'imposer avec eux alors? Ouais, j'arrive à m'imposer. Et s'il faut, on sort les cartons. Ouais. Et ils sont sympas avec toi, ouais, ils t'aident à progresser, ouais, ils te donnent des conseils? Ouais, ils sont sympas, des fois ils écrivent sur la feuille de match, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça, ouais, ça se passe. D'accord. Et donc c'est à la fin du match, c'est toi qui signes la dernière signature sur la feuille de match finalement? C'est moi, ouais. C'est toi le patron quoi? Ouais, c'est moi le patron sur le toit. Ça fait quel effet d'être patron? Ouais, c'est toi le plus imposant. Et t'es content de prendre des responsabilités du coup? Ouais. Ouais, c'est bien de prendre des responsabilités. Ok. Merci. Merci, voilà. Voilà, je voulais vite, rapidement vous présenter cette vidéo de Zakaria. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je voyais justement autour de moi, c'est qu'il y a plein de gens qui sont engagés, motivés, fortement impliqués dans la vie de leur société finalement, mais qui dans les entreprises finalement ont du mal à libérer ces énergies-là pour différentes raisons. Et donc c'est un sujet qui me passionne, je vous l'ai dit. Et donc du coup, comment on fait? Finalement, la première question pour moi, ça va être d'informer de quoi on parle, de quel problème on parle. Donc c'est déjà de sensibiliser, justement d'informer. Ensuite, c'est de faire prendre conscience aux gens finalement, qu'est-ce qu'on veut. Vous faites partie d'une équipe projet, vous faites partie, ou même dans une famille, on va le voir après, vous avez des idées, est-ce que vous voulez les mettre en œuvre ou pas? Voilà, il faut rendre les gens conscients de leurs possibilités, ils peuvent le faire ou pas, afin de les responsabiliser finalement. Et moi, ce qui me semble important, c'est que les personnes finalement seront épanouies
quand elles sont vraiment responsabilisées, en pleine conscience de ce qu'elles peuvent faire finalement. Le cas du marketing digital, pourquoi je le prenais, puisqu'on voit dans beaucoup d'entreprises une logique, ou même les services au niveau des services de l'État. D'ailleurs, c'est la conférence sur laquelle on reviendra un petit peu sur le numérique responsable un petit peu plus tard d'ailleurs, juste après celle-ci. Où on voit finalement des décisions qui sont prises pour pousser les gens finalement à passer par les services en ligne de façon fortement incitative, mais en même temps on voit beaucoup de gens souffrir de ne pas pouvoir y arriver. Donc voilà, qu'est-ce qu'on veut faire, quelles sont les décisions qu'on prend en étant conscient de cette partie-là finalement. Pour ces questions de facteurs humains et d'engagement, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a notamment 3 sujets qui sont quand même 3 belles opportunités quand on parle de la responsabilité sociétale des entreprises. C'est l'environnement, la santé, sécurité et l'innovation. Pourquoi ces 3 sujets? Parce que finalement, dans l'entreprise, quand vous allez apprendre des choses, quand vous allez apprendre à faire quand l'entreprise va vous sensibiliser sur le tri des déchets, quand on va vous sensibiliser sur les gestes de premier secours, voire sur des massages cardiaques, quand vous allez apprendre comment utiliser les chatbots, comment les mettre en œuvre, etc., en termes d'innovation, etc., ben finalement, c'est autant d'apprentissages que vous allez pouvoir ramener à la maison. Et du coup, tous ces apprentissages dont vous allez bénéficier dans l'entreprise créent une conscience, créent une responsabilité que vous allez ramener souvent chez vous dans votre vie privée et du coup également dans votre vie professionnelle. Donc ça, c'est un constat que je fais par rapport à cette partie-là. Mais du coup, la question qui va se poser finalement, donc vous faites partie d'une équipe projet, ben finalement, est-ce que vous formez vraiment une équipe? Est-ce que vous vous connaissez vraiment dans l'équipe? Et d'abord, est-ce que vous vous connaissez vous-même? Alors, ce que je vais vous montrer, je vais vous prendre 3 exemples. Par exemple, quand dans votre couple, avec votre conjoint ou vos amis, vous voulez partir en vacances, c'est l'heure de faire les valises. En gros, il y a à peu près la moitié des gens qui vont commencer à faire leurs valises 15 jours, une semaine avant, et il y en a d'autres qui vont faire la valise la veille du départ en vacances. Dans tous les cas, ça va créer un certain nombre de tensions entre les personnes concernées. Et pourtant, on se rend bien compte qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise raison de faire cette valise plus ou moins tôt. En tout cas, chacun a les siennes et finalement, personne ne part en vacances en ayant oublié plus de choses, d'avoir fait la valise la veille ou une semaine avant. Premier exemple. Donc, je pense que vous allez reconnaître un peu ce premier exemple. Vous trouverez peut-être également dans le second, c'est un peu la même chose quand vous devez faire les courses. Si vous regardez autour de vous avec un certain nombre de personnes, il y a des personnes qui ont leur tableau carrément, un tableau Excel de produits qu'ils doivent acheter, ils vont remplir des cases et ils vont faire leurs courses avec. Il y en avait d'autres qui vont dresser une liste de leurs courses à ce moment-là. Et il y en a d'autres qui vont se promener simplement dans le magasin et faire leurs achats au gré de leurs envies. Dans tous les cas, personne ne va mourir de faim. Tout le monde aura à manger. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais il y a des comportements, il y a des approches qui sont différentes de ce côté-là. Pareil, un autre exemple, c'est par exemple vous êtes chez vous dans le salon, quelqu'un vous interpelle à la cuisine, ben selon les cas, les personnes vont l'entendre, dans d'autres cas ils vont pas l'entendre parce que finalement il y a des questions. Est-ce que j'ai besoin de voir les gens pour les entendre? Est-ce que j'ai besoin simplement de les entendre? Ben on va le voir juste après. Ça a des incidences et c'est pour ça qu'il est important de se connaître soi-même pour se rendre compte qu'il y a peu de chances potentiellement que les autres fonctionnent exactement comme nous. Donc souvent, à l'origine de certain nombre de tensions, il y a en fait simplement des problèmes de connaissance ou de prise de conscience de qui on est et comment sont les autres. Alors il y a 3 règles de communication quand mon premier patron est parti à la retraite qui m'a expliqué que Bernard, souvenez-vous, les 3 règles de la communication. Première règle, l'humilité devant les faits. Deuxième règle, l'humilité devant les faits. Troisième règle, l'humilité devant les faits, si on n'a toujours pas compris que dans tous les cas, si le récepteur ne comprend pas, c'est le responsable, c'est toujours l'émetteur. Ça sert à rien d'essayer de s'énerver. Il faut trouver les bons mots, il faut trouver les bons canaux pour pouvoir dialoguer avec les personnes. Et donc, on retrouve un peu les mêmes problématiques, évidemment, aujourd'hui dans les équipes projet. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous noter à côté de vous, sur un papier ou sur votre téléphone, vous aurez 5 cases comme celle-ci que je vais vous proposer d'approfondir pour un peu mieux vous connaître finalement, avant de connaître et de pouvoir communiquer avec l'autre. Le premier point, il y a 2 points sur lesquels je veux sensibiliser. Le premier, c'est ce qu'on appelle le style d'apprentissage sensoriel. Est-ce que vous êtes visuel? Est-ce que vous êtes auditif? Est-ce que vous êtes kinesthésique, finalement? Alors, je vais pas rentrer sur le kinesthésique, c'est plutôt le toucher. Là, on le retrouve beaucoup chez les artisans. Alors, il y a l'olfactif, le gustatif, mais on va rester surtout sur les 2 premiers. Je vais vous montrer une slide qui va vous permettre peut-être un peu mieux de comprendre comment fonctionne fondamentalement l'auditif. Ben voilà, il a besoin d'apprendre en écoutant, il répète facilement ce qu'il a entendu, il aime la musique, il est sensible à la tonalité de la voix, il est facilement distrait par les bruits.
Le visuel, il fonctionne autrement, il a besoin de voir les choses, il aime les graphiques et les couleurs, il a une mémoire photographique, il aime les jeux d'observation, il résout des problèmes en les visualisant dans leur ensemble. Et le kinesthésique, il a besoin de ressenti, il a besoin d'apprendre en faisant, en bougeant, en participant. Il aime toucher pour communiquer, il aime comprendre. Il s'occupe avec ce qui lui tombe sous la main finalement. Voilà. Par rapport à ce profil-là, c'est important de vous rendre compte, et on va le voir après, dans quel domaine vous êtes plus ou moins à l'aise. Je rappelle, ces slides seront téléchargeables, donc vous pouvez les retrouver tranquillement pour refaire ces éléments-là, et il y a un lien pour faire ce type de test que je vous proposerai. Voilà. Pour ma part, en tout cas, moi je suis clairement visuel, et ça va avoir un impact. Je vais vous prendre 2 exemples concrets. Typiquement, il y a une quinzaine d'années, dans les vestiaires de foot ou dans les vestiaires de sport collectif, en fait, il n'y avait pas de tableau blanc, et en gros, les entraîneurs, ils parlaient à leurs joueurs, ils leur disaient, voilà, toi, tu vas jouer devant, tu dois faire telle combinaison, etc., etc. Et en fait, 50% des gens seulement pouvaient le comprendre, parce qu'en fait, il y a à peu près, si je résume, ou alors 40%, on va dire, mais 40% en gros dans la population de visuels, 40% d'auditifs, et à peu près 10-20% de kinesthésiques. Et donc, on voit bien que si dans le vestiaire de foot, il n'y a que de la parole orale, il y a une partie des joueurs qui ne vont pas tout à fait comprendre. Dans la même logique, et donc on a rajouté ces tableaux blancs, et aujourd'hui, les entraîneurs dignes de ce nom, en tout cas, font des schémas, parlent en même temps, et donc on est évidemment on joue sur ces 2 sens pour pouvoir toucher notamment tout le monde. Pareil sur les PowerPoint ou autres présentations. À un moment, il a été récemment plutôt à la mode de faire des images, des PowerPoint avec très très peu de mots, très très peu d'images. Moi, je m'inscris un petit peu en faux par rapport à ça, parce que finalement, le visuel, il a besoin de voir, des images, mais il a besoin aussi de voir des mots. Donc, si je vais raconter un visuel avec un seul mot et que je vais commencer à raconter beaucoup de choses, le visuel ne s'y retrouvera pas non plus. Donc, il faut trouver un juste équilibre, finalement, entre ces 2 notions. Voilà. Pour cette partie-là, donc si vous voulez aller plus loin, vous pourrez tester un test que je le rappelle, c'est vraiment des tests rapides qui apportent des indications, mais qui n'ont aucune valeur définitive, mais ça vous permet un petit peu de mieux aller plus loin dans ces approches-là. Voilà. Ça, c'est la première approche sur le style d'apprentissage sensoriel, finalement. Il y a une autre approche qui est le MBTI. Alors, certains d'entre vous en ont certainement entendu parler sur le type de personnalité. C'est un test qui est pas mal utilisé, notamment dans le recrutement, notamment aux États-Unis ou autres. En gros, c'est d'où on tire son énergie, comment on perçoit les choses, comment on prend ses décisions et comment on aborde le monde, finalement. Et donc, je vais vous proposer de passer un peu ces exercices en vous laissant un peu le temps par rapport à ça. Et je vais vous proposer d'ailleurs dans le chat, finalement, de marquer, voilà, d'où tirez-vous votre énergie. Alors, je vous laisse quelques minutes pour lire un petit peu cette partie-là, et je vais vous la lire parallèlement pendant ce temps. En gros, il y a deux manières, en gros, qui se partagent à 50-50 dans la population. Il y a les gens qui sont plutôt dans l'extraversion. Je n'ai pas dit extraverti, c'est 2 choses différentes. Il y a des gens qui sont plutôt dans l'introversion. Je n'ai pas dit non plus introverti. C'est au moment où ils vont tirer leur énergie. Donc, ceux qui sont plutôt dans l'extraversion, ils sont plutôt à l'aise avec les phrases qui sont à gauche, donc le monde extérieur, les personnes, l'environnement, l'ampleur, sociable, expansif, interaction, je suis stimulé par ce qui se passe, j'ai besoin du contact avec les autres, j'aime établir de nouveaux contacts, je préfère les groupes importants, j'aime beaucoup parler, je m'exprime sur beaucoup de sujets, je suis facilement distrait, je suis plutôt orienté vers l'action, je pense à voix haute, j'ai un discours changeant. Dans l'introversion, c'est plutôt, on est plutôt dans la profondeur, plutôt réservé, plutôt tranquille, plutôt dans la concentration. J'aime bien comprendre le monde avant de l'aborder. J'aime être seul pour pouvoir réfléchir. J'aime approfondir mes contacts. Je préfère les tête-à-tête. Je préfère écouter. Je m'exprime sur les sujets que je connais bien. Je m'exprime par l'écriture plutôt que par la parole. Je suis tranquille. J'ai une bonne concentration. Je suis plutôt orienté vers la réflexion. Je pense avant d'agir, j'ai un discours ferme et définitif. Et là, l'une des grandes différences entre ces 2 approches, c'est que quelqu'un qui est dans l'extraversion, il est plus dans le mode action, réflexion, action. En gros, j'ai besoin, pour ma part, je suis clairement dans l'extraversion, donc j'ai besoin du groupe pour m'aider à réfléchir, à avoir plein d'idées. Ensuite, je vais prendre mon temps et je vais m'isoler pour réfléchir, pour structurer ce que je viens d'entendre, pour ensuite rééchanger avec le groupe, alors que quelqu'un qui sera dans l'introversion va fonctionner à l'inverse, dans un mode plutôt réflexion, ensuite dans un mode action et ensuite dans un mode de nouveau réflexion.
Typiquement, c'est pour ça qu'il est notamment important, par exemple, quand on propose des sessions d'intelligence collective en tant que facilitateur notamment, d'avoir chaque fois un temps de réflexion individuelle avant d'avoir un temps de partage collectif, parce que justement, sinon, on va avoir que des gens qui sont dans l'extraversion, qui vont pouvoir s'exprimer et participer à la session d'intelligence collective finalement. Donc ces moments, ils sont importants par rapport à ça. Donc je vous laisse peut-être encore 1 ou 2 minutes si vous voulez marquer dans le chat finalement d'où vous tirez votre énergie. Est-ce que vous êtes plutôt sur la lettre E ou sur la lettre I? Allez, je vais me lancer dans le chat. Je vois que Fabien est en train d'écrire. Alors je vois justement Guillaume, le E de mon côté clairement, ça m'étonne qu'à moitié. C'est vraiment, en fait, la vraie question, c'est où est plutôt votre zone de confort? Est-ce que vous êtes plutôt dans le E? Est-ce que vous êtes plutôt dans le I? Si en gros vous estimez que vous vous retrouvez un peu dans les deux, ça veut dire que vous êtes les 2 lettres finalement. Les 2 lettres vous conviennent. Voilà, c'est plutôt vraiment, c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment là où on est plutôt à l'aise. Voilà, un peu les deux. Linda, voilà, tu es dans ce cas-là dans les lettres E et I. Moi, ça m'arrive, on verra sur une des questions suivantes. Ok, je vous propose de passer à la deuxième manière de... Donc la première, c'est d'où on tire l'énergie, donc extraversion ou introversion. L'autre, c'est comment on recueille les informations, donc sensation ou intuition. Donc pareil, donc là, dans la population, il y a davantage de sensations à 70%, mais c'est qu'une moyenne, et l'intuition à 30%. Donc selon ce que vous allez reconnaître, vous pouvez marquer S ou N, et je vous invite à le faire. Moi, je suis plutôt dans l'intuition, donc je vais vous lire quand même. Voilà, donc celui qui est dans l'intuition, il utilise plutôt ses 5 sens. Il est assez factuel, il pratique. Il a des lignes de conduite, la répétition lui va bien. J'aime ce qui est concret, réel, directement observable. Je saisis une par une les données réalistes et pratiques qui me permettent d'appréhender la réalité d'une situation. Je suis pratique, je m'attache aux faits, j'ai un discours direct et clair. J'aime les choses utiles, les approches connues, des travaux très précis. Je suis réaliste, je vois ce qui existe, je vis au jour le jour. Donc je suis plutôt dans le présent. Quelqu'un qui est plutôt dans l'intuition, il va plutôt utiliser un peu son sixième sens. C'est les grandes lignes, c'est imaginatif, plutôt le changement, utiliser son flair, varier ses expériences. Je perçois le sens, les relations, les possibilités au-delà des faits, directement observables. J'observe les données dans leur globalité, je perçois les nouvelles possibilités, les façons de faire les choses. Je suis créatif et théorique, je m'attache aux idées. J'ai un discours parfois confus. Je n'aime pas la routine, je n'aime pas fignoler, j'aime acquérir de nouvelles compétences, je suis imaginatif, etc. Je suis plutôt un peu dans le futur. Et je dis bien, il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ce qui est important, c'est de voir que dans une population, une partie des gens seront, comme on l'a vu avant, dans l'extraversion, dans l'introversion, d'autres seront dans la sensation, dans l'intuition. Et typiquement, si je reviens un peu sur les équipes projets, typiquement, si vous avez un moment quelqu'un qui doit faire du rétro-planning, voir comment avancent les chantiers entre eux, les interactions entre les chantiers, vaut mieux prendre quelqu'un qui va être dans la sensation, qui est très, très à l'aise, où sa zone de confort, elle est clairement dans la partie pratique, factuelle, ligne de conduite, plutôt que de demander à quelqu'un qui serait plutôt dans l'intuition, d'essayer d'être très rigoureux sur un rétro-planning, etc., parce que ce serait un petit peu aller à l'encontre, finalement, de sa zone de confort. Et donc, on voit bien que ce qui est important, c'est d'essayer de voir, finalement, dans les équipes projets, quels sont les profils des uns et des autres, les aider, d'ailleurs, potentiellement, peut-être en faisant la copie de ce PowerPoint et de le représenter dans une de vos sessions, pour les voir, justement, mieux prendre en compte leurs qualités, leurs particularités, leur zone de confort, pour capitaliser finalement justement sur ces apprentissages. La troisième manière, donc, c'est après avoir vu comment on tire l'énergie, comment on recueille les informations, comment finalement on prend les décisions. Et donc là, est-ce qu'on est plutôt dans la pensée ou est-ce qu'on est plutôt dans le sentiment? Donc si c'est dans la pensée, vous pouvez marquer le T, si c'est dans le sentiment, vous pouvez marquer le F. Là, clairement, moi, je suis vraiment entre les deux. Et on voit qu'entre les hommes et les femmes, d'ailleurs, c'est un peu inversé dans ces résultats-là, finalement, qui sont observés. Celui qui est dans la pensée, il va plutôt être dans le raisonnement. Donc c'est plutôt sa tête qui va réfléchir, il va réfléchir plutôt avec sa tête plutôt qu'avec son cœur qui serait plutôt dans les sentiments. Il est plutôt à l'aise avec les notions de justice, de logique, d'objectif, juge, critique, distance, démonstration, fermeté, principe.
finalement, je suis calme et réservé, je décide en analysant les causes et les effets à partir de critères objectifs de vérité, c'est vrai ou c'est faux, je suis honnête et franc, je me place en observateur, je suis naturellement critique, je suis motivé, j'ai besoin de justice, je considère les faits et l'évidence, je privilégie le contenu des discours, le temps est une ressource, je suis plutôt doué pour analyser ce qui ne marche pas. Donc ça, c'est plutôt la raison, alors que le sentiment, on est plutôt dans l'empathie. Donc c'est plutôt la clémence, les valeurs, c'est plutôt subjectif. On est plutôt la vocale, les compliments, l'implication. Je suis chaleureux et amical, je décide avec mes valeurs personnelles, c'est bien ou mal. Mes sentiments, j'aime ou je n'aime pas. Je suis sensible, diplomate, je me place au cœur de l'action, je tente de faire plaisir aux autres, je suis motivé par l'estime des autres. J'ai besoin d'être apprécié. Je considère ce qui est important pour moi et pour les autres. Je privilégie la forme et les discours. Le temps est relationnel. Je suis plutôt doué pour les relations personnelles. Donc on est plutôt dans l'empathie sur cette question-là. Et on voit bien que, évidemment, dans le management de projet, comment on aborde les gens, comment on prend les décisions, comment on les explique. Tout le monde, si vous êtes que dans la pensée, les gens en face de vous, on va dire qu'il y a une forte chance qu'il y a une grande partie qui résonne pas comme vous. Donc comment leur expliquer vos décisions. Et donc plus vous allez expliquer dans tous les cas, que ce soit sur les 4 points de ces facteurs psychologiques, les explications sont toujours les bienvenues parce que ça va permettre justement à chacun de s'y retrouver d'une façon générale. Oui, je suis assez d'accord, Fabien. Enfin, trop dur de choisir. En tout cas, il n'y a pas à choisir, justement. C'est vraiment votre zone de confort. Là, clairement, moi, je me sens assez bien dans les deux. Même si, intellectuellement, je préfère être dans l'un. Mais finalement, de ma réalité, si je m'auto-analyse, c'est plutôt d'être plutôt à l'aise dans les deux, finalement. Voilà, c'est toujours un peu le biais. D'ailleurs, quand vous faites des vrais tests de MBTI, ça va être plusieurs centaines de questions qui vont permettre de recouper ce que vous dites pour vraiment aller analyser qui vous êtes vraiment et pas qui vous avez envie d'être ou qui vous allez essayer de donner la sensation d'être à ce moment-là. Voilà. Le facteur humain, dernière catégorie sur la partie MBTI, quel est finalement votre mode d'action préféré? Donc, est-ce que vous êtes plutôt dans le jugement ou dans la perception? Et donc là, on voit que c'est assez équilibré dans la population. Moi, je m'estime plus dans la perception. Celui qui est dans le jugement, il va plutôt être sur le contrôle et la maîtrise. Voilà, ce qui est prévu, structuré, planifié, décidé, studieux, sérieux, formel. J'aime plutôt l'organisation, la planification. J'aime planifier ma vie, la maîtriser. J'aime jeter ce que je pense inutile. J'aime prendre les décisions et terminer les actions. J'aime que les choses soient structurées. Je suis les ordres du jour des réunions. J'aime décider. Je me préoccupe du temps. Je n'aime pas le stress de dernière minute. Je travaille en premier. Je m'amuse ensuite. On est vraiment dans le mode organisation, et dans la perception, on est plutôt dans le mode adaptation. Donc la souplesse, la flexibilité, ce qui est provisoire, souplesse, attente, ouvert, insoumis, enjoué, décontracté. J'aime plutôt vivre d'une façon flexible et spontanée. Je cherche à comprendre plutôt qu'à maîtriser. J'aime garder ce qui pourrait être utile. Je préfère lancer des projets, vivre des expériences, m'adapter au moment présent. Je reste ouvert à toutes mes perceptions extérieures. J'adapte les ordres du jour. Je repousse les décisions. Je ne me préoccupe pas du temps. Je suis motivé par la pression de dernière minute. Je m'amuse en premier. Je travaille ensuite. Donc, je suis plutôt dans l'adaptation. Et pareil, on le voit bien, c'est exactement ce que je vous disais avant, si vous êtes dans une réunion, vous avez un tableau de suivi, un ordre du jour, vous prenez des décisions, c'est important de les expliquer, parce que si vous êtes dans le jugement, de marquer qui va faire quoi suffira. Si vous êtes plutôt adressé à des gens qui sont plutôt dans la perception, vous dire telle personne va faire ça pour telle et telle raison, et c'est comme ça qu'on va avancer dans le projet. Donc on voit que il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste à prendre conscience que notre manière de fonctionner, il y a très très peu de chances finalement que d'autres personnes fonctionnent de la même manière. Si on regarde finalement dans ce MBTI, donc il y a un tableau qui reprend un petit peu en fonction des lettres où vous êtes, quels sont les types de métiers dans lesquels votre zone de confort pourra finalement le mieux s'exprimer finalement. On va le dire ça comme ça. Donc moi, si je prends mon cas, je suis plutôt dans ENFP ou ENTP. Donc je suis plutôt sur la partie ENFP, donc psychologue, journaliste, conseiller, professeur d'art, assistant de recherche, religieux, musicien, travail social, etc. Et un petit peu aussi ENTP, donc c'est à moitié, à peu de choses près. En tout cas, les deux sont justes, photographe, marketing, journaliste, comédien, en fait, enquêteur financier, médecin psychiatre, voilà, ceux qui me connaissent, publiciste, donc publicitaire, ceux qui me connaissent et qui connaissent mon parcours, me reconnaîtront, je pense, également dans ces cases-là. Voilà, ce qui est important, pourquoi je voulais vous parler de tout ça, dans cette rapide présentation, avant d'arriver sur
la dernière partie de cette présentation, c'est justement de prendre conscience. Alors, évidemment, c'est sur un groupe de 10 personnes, il ne s'agit pas de connaître les MBTI de tout le monde. Moi, ce qui me semble important, c'est d'essayer de se connaître soi-même, finalement, de comment on fonctionne, et d'être vraiment conscient de ces fonctionnements, que ce soit sur les profils sensoriels ou ce soit sur ces 4 axes psychologiques d'approche, de gestion de l'énergie, gestion de son énergie, comment prendre nos décisions, etc. Pour prendre conscience parce que finalement, ce que je constate souvent quand même beaucoup, c'est que quand il y a des problèmes interpersonnels, très rapidement, c'est soit une problématique de profil sensoriel, c'est un visuel qui parle à un auditif, et il se parle, ou alors un auditif qui essaye de convaincre un visuel autour d'une machine à café, sauf qu'autour d'une machine à café, le visuel, c'est que des mots qu'il va entendre, donc il n'arrivera pas à les retenir. Donc c'est peut-être pas la meilleure manière, donc prenez conscience que si la personne n'a pas retenu, ne commencez pas à l'accuser de ne pas vous avoir écouté. Humilité devant les faits, je reviens là-dessus, humilité devant les faits. Posez-vous la question, pourquoi il n'a pas compris ce que vous lui avez dit, comment vous lui avez dit, à quel moment, comment vous lui avez expliqué, puisque là on arrive sur les questions psychologiques. Et très rapidement, vous allez voir que souvent, allez, je vais dire à 80% en tout cas, l'origine du problème interpersonnel va être dans ces catégories. 2 personnes qui ne s'entendent pas, c'est 2 personnes qui sont complémentaires, mais qui n'en font pas l'effort d'aller vers l'autre finalement, ou de pouvoir s'adapter et se mettre au niveau de l'autre, au niveau émotionnel et psychologique de l'autre personne, pour faire passer ces messages dans une communication non violente, évidemment, au sens de cette communication non violente. Voilà en quelques mots sur cette partie des facteurs sensoriels, des facteurs psychologiques à travers le MBTI, et vous comprendrez finalement pourquoi c'est beaucoup utilisé dans les tests d'embauche, parce que justement aux États-Unis ils connaissent un peu, enfin c'est plutôt dans les habitudes, même c'est Raymond Domenech, on peut pas dire que ça ait porté réussite à l'équipe de France, mais qui à l'époque avait fait le MBTI de chacun de ses joueurs et voulait compléter son équipe en s'appuyant sur des MBTI pour voir quels sont finalement les profils qui manquent pour que l'équipe finalement soit vraiment un collectif fort de tous ses talents, de toutes ses complémentarités psychologiques et sensorielles. Parce que si tout le monde se ressemble, vous allez produire des projets qui vont vous ressembler à vous, mais qui ne ressembleront pas à ceux qui sont orientés par rapport à vos clients finalement. Vos clients pouvant être vos enfants, vos conjoints, vos collègues associatifs, vos concitoyens, etc. Voilà, donc ce que je vous en ai dit, je vais vous prendre juste, le rétroplanning, je vous en ai parlé, et je vais prendre juste un autre exemple. Voilà, dans mon équipe, quand je m'occupais de la communication à l'ES, j'avais quelqu'un à qui j'essayais d'expliquer les choses, qui les comprenait très bien, qui essayait de rebondir sur mes idées, qui pour me dire, ah oui, donc ce que tu es en train de me dire, c'est, donc on pourrait, donc il hésitait. Moi, j'essayais de terminer ses phrases avant qu'il y arrive. Et en fait, c'était une grosse erreur parce que moi, j'étais clairement dans le concret. Et lui, il avait besoin, justement, moi, j'étais dans l'extraversion, à essayer vraiment j'étais plutôt dans l'impatience et j'ai essayé de supputer ce qu'il voulait me dire, alors que lui, il était dans l'introversion. Ça veut dire que lui, au moment où il exprimait sa phrase, il était en train de réfléchir en même temps. Donc, ce temps de réflexion qu'il me faisait en direct, il était important. Et si je lui coupais cet élan-là, je l'empêchais de réfléchir. Moi, j'étais en mode action, réflexion, action. Lui était en mode réflexion, action, réflexion. Et il était en train de réfléchir en même temps qu'il essayait de me faire partager ses idées sur le sujet. Et donc là, ça m'a vraiment appris pourquoi je m'énervais avec lui. À un moment, je me suis reposé la question pour comprendre que finalement, en fait, c'était juste moi qui l'empêchait d'aller au bout de ses idées. Et donc, qui ait changé mon approche par rapport à ce collègue et ami également. Voilà, sur cette partie-là. Pareil, si vous voulez aller plus loin, je vous propose un test MBTI, vous pourrez le faire, etc., en cliquant sur le lien qui sera téléchargeable, mais une fois de plus, c'est vraiment, ça n'a aucune valeur définitive, rien ne vaut d'être accompagné si vous voulez creuser ces sujets-là, parce que c'est des sujets quand même très sensibles, notamment, et qui peuvent vous permettre de vraiment mieux vous connaître. Voilà, là, je fais que les aborder de façon superficielle, mais ça vous donne quand même un ordre d'idée par rapport à ces questions qui se posent autour de ces questions de facteurs humains. Avant d'aller plus loin, à ce stade, est-ce que vous avez des questions sur ces 2 approches qu'on a vues là, ou est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des exemples que vous auriez envie de partager avec nous? N'hésitez pas, si vous avez un exemple, à ouvrir votre micro pour
et mettre votre vidéo. D'ailleurs, on peut s'accorder quelques minutes pour aller un peu plus loin sur cette partie-là. Donc n'hésitez pas. Le MBTI des personnes peuvent changer avec le temps. Allez, j'aurais tendance, alors je suis pas expert, mais je pense que les zones de confort peuvent changer. Même si je pense qu'à partir d'un certain âge, il y aura plus beaucoup d'évolution. C'est quand même vraiment nos manières de fonctionner, qu'elles soient en psychogénéalogie, on pourrait dire que voilà, on est le fruit de nos parents, etc. Sur ces questions-là. Pardon. Voilà, j'ai juste quelqu'un qui arrive dans le bureau. Pardon. Alors, pour aller plus loin, donc voilà, je vous incite à faire ce test par rapport. N'hésitez vraiment pas, effectivement, de s'en servir pour expliquer à autrui, comprendre autrui, mais c'est vraiment important pour moi de le faire déjà vous-même. Voilà, éventuellement, une personne avec qui vous auriez un conflit latent interpersonnel, peut-être de lui proposer de le faire ensemble, enfin qu'il puisse le faire et de comparer, d'en discuter entre vous pour finalement vous rendre compte quels sont vos points finalement de crispation qui sont souvent liés, comme je l'ai dit avant, à ces questions de profil sensoriel ou questions psychologiques. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, je regarde dans le chat. Alors, je vois pas s'il y a des mains levées. Là, je vois pas en suivant sur mon téléphone. Voilà. Je vous propose du coup d'enchaîner sur une autre partie. Du coup, dans les équipes projet, comment on capitalise finalement sur les forces en présence? Qui sommes-nous? Quelles sont nos forces en présence? Donc, quand vous arrivez dans une équipe projet, ce qu'on fait, c'est ce qu'on a mis en place avec la communauté des coachs d'Alsace Digital et avec un certain nombre d'autres facilitateurs ou autres, notamment Francis Blanc-Leroux, Yann-Éric Decorde. On utilise ce portrait robot. Alors ça, c'est un outil que j'utilise beaucoup. On l'a mis d'ailleurs dans le guide d'accompagnement du Hacking Industry Camp et d'un certain nombre de hackathons qui l'ont repris. On le retrouve également, moi je donne des cours auprès d'étudiants qui sont dans des projets de pépite ETENA, et donc dès le départ, très vite en début d'année, dès qu'ils ont constitué leur équipe, on leur impose finalement de créer ce portrait robot. Finalement, ça va être un portrait robot individuel et collectif pour se rendre compte des forces en présence. Donc que dit ce portrait robot? Finalement, par rapport, admettons, vous vous inscrivez au Hacking Industry Camp, admettons, quelles sont vos croyances? Finalement, c'est quoi dans votre vie? Finalement, pourquoi vous vous levez? C'est quoi vos rêves? C'est quoi votre ambition? Et finalement, c'est quoi les valeurs qui vous motivent dans votre vie de tous les jours? C'est quoi vos moteurs? Qu'est-ce qui vous pousse à vous lever le matin, à participer finalement au Hacking Industry Camp? Ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui vous apporte de la satisfaction? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Ça, on voit que c'est plutôt côté cœur. Ensuite, vos super pouvoirs, finalement, ça c'est vos mains, vos pieds, vos talents. C'est quoi vos super pouvoirs, vos expériences, les ressources, les outils que vous maîtrisez, que vous aimez bien utiliser, quelles sont les connaissances, vos compétences clés, quels sont vos gestes gagnants, c'est quoi vos forces finalement. Et ce qui est important, c'est aussi de voir finalement vos talons d'Achille. C'est quoi finalement vos pièges? Quels sont les écueils que vous essayez d'éviter? Quelles sont vos faiblesses? Quelles sont vos fragilités? C'est d'autant plus important dans une équipe projet, parce qu'une équipe projet, c'est aussi vous allez passer beaucoup de temps ensemble, beaucoup d'heures ensemble. C'est aussi l'occasion de progresser sur un certain nombre de points. Donc c'est bien de voir les points qui sont vos talons d'Achille pour essayer déjà de les partager avec les autres. Par exemple, quelqu'un qui serait pas bien dans l'expression orale, c'est pas la peine de lui demander à lui de faire des présentations devant du monde. Notamment, mais c'est aussi l'occasion quand vous travaillez en équipe projet de l'aider, de l'inciter, de l'encourager à s'améliorer dans cette prise de parole et de gagner confiance en lui sur ces éléments-là. Et donc on voit que c'est tout à fait opportun dans le cadre des équipes projet. Et donc l'exercice qu'on propose en général, c'est donc un exercice en 3 temps, en 4 temps. La première, c'est on donne les explications comme ce que je viens de faire. Ensuite, on va laisser les gens tranquillement faire leur portrait robot individuel. On va leur laisser 10 minutes pour remplir finalement cette case-là qui est vide. Donc on leur imprime ces pages-là et on leur demande de le remplir. Ou ils vont le faire finalement. Ensuite, on leur demande de partager finalement au sein de l'équipe leur portrait robot et de les mettre finalement, idéalement, c'est de mettre même ici des post-it finalement, et toute l'équipe pourra va mettre tous ces post-it avec ses prénoms et noms en dessous dans les croyances, les moteurs, et ça vous donne une bonne photographie finalement de l'équipe avec ses talents, les super pouvoirs, etc. Je reviens sur les super pouvoirs d'ailleurs.
Moi, j'ai une copine, Adeline Schwander, hein, que certains d'entre vous peut-être connaissent, qui la baseline de sa société qui s'appelle Les Ailes, sa baseline disait révélatrice de super pouvoirs. Et en discutant avec elle, c'est elle qui m'a dit qu'en fait, mon super pouvoir, c'est d'arriver à connecter des gens, des humains. Et du coup, aujourd'hui, sur mon CV, en gros, il y a marqué que je suis en fait connecteur d'idées et d'humains. Voilà. Donc, j'en suis bien conscient, et c'est là-dessus que j'essaie de capitaliser dans ma vie privée, associative et professionnelle, finalement, sur ces questions-là. Voilà, donc cet exercice il est intéressant, et ce que j'aime faire dans les hackathons, c'est que finalement au début du hackathon on a cette photographie là, et que le dimanche, une fois après la remise des prix, de se retrouver pour faire un rapide débriefing avant de se séparer, d'aller revoir finalement ce portrait robot collectif pour voir finalement si les talons d'Achille se sont améliorés, et ce qu'on constate souvent, parce que c'est quand même un des objectifs qui me tient à cœur pendant les hackathons, c'est de constater ou d'avoir fait en sorte que les talents d'Achille des uns et des autres ont pu être un petit peu pris en compte et améliorés durant ces hackathons ou durant le temps de ces équipes projets. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire à ce sujet par rapport à cet exercice. Pareil, vous aurez le parcours du hackathon qu'on a fait avec Yann-Éric, avec la communauté des coachs d'Alsace Digital, qui montre la structure méthodologique de guide d'accompagnement finalement des équipes pendant le Hacking Industry Camp, qui sont autant d'éléments comme aujourd'hui qu'on essaye de développer aussi dans les entreprises et pas que dans les hackathons. Alors évidemment, il y a d'autres éléments, les business model Canva, le design thinking et autres, que connaissent bien un certain nombre des participants d'aujourd'hui sur ces questions-là. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces approches-là, ou des commentaires, ou envie de partager des expériences vécues? Juste avant du coup, on va remettre les images après. Juste un petit rappel, le Hacking Industry Camp, il aura lieu le prochain du 25 au 27 novembre à Strasbourg, à la fac de sciences économiques, donc dans les locaux de l'EM et du PEJ notamment, qui sera partenaire, le PEJ, à Strasbourg, avenue La Foy-Noire. Et en conclusion, finalement, sur ce facteur humain, c'est de l'engagement individuel et collectif. Pour plus de performance, il y a 4 clés de réussite, d'avoir conscience de nos différences, du coup de savoir les connaître, ces différences, de pouvoir s'enrichir de ses talents, et du coup de capitaliser sur une équipe de talents et d'avoir des outils finalement pour avancer ensemble, des outils qui sont éprouvés par justement les différentes personnes qui constituent le groupe, qui peuvent être eux-mêmes du coup des facilitateurs sur certaines séquences, certains moments dans la vie du projet lui-même. Voilà, je vous ai mis une webographie juste avant de quitter. Pareil, elle sera téléchargeable avec un gros nombre de liens qui, j'espère, seront utiles par rapport à ça. Voilà. Et du coup, ce que je vous propose, c'est d'avoir ce temps d'échange justement avec vous, pour rappeler que voilà, il y a encore une autre conférence à 10h30 sur le numérique responsable, avec notamment Sandrine André qui est avec nous. Je crois qu'il y a Dima également qui sera présente à la table ronde, et puis il y aura également Emmanuel Guichawa. Et cet après-midi, on a un voyage au pays de la data, ça c'est en physique. Et demain, pareil en physique, au CHDS, co-construisant un territoire durable. Vous pouvez prendre en photo le QR code si vous voulez encore vous inscrire. Il est encore temps pour cela. Voilà. Je vous propose du coup, si vous avez des questions, des partages, on va afficher un petit peu le Teams. Voilà. Je vais le reprendre en total, je vais arrêter mon partage pour voir finalement avec les uns et les autres si vous avez des remarques, des questions. Voilà, et n'hésitez pas là, par exemple Guillaume, n'hésite pas à mettre ta caméra ou prendre la parole simplement pour poser ta question, même si je la vois dans la conversation parallèlement. Guillaume, alors sinon je vais reprendre ta question. Ah, vas-y, oui, voilà, c'est quand même plus sympa. Un peu de bruit autour de moi. Donc, je demandais, est-ce que Bernard, toi, dans ton activité de facilitateur ou dans ta constitution d'équipe projet, tu as déjà rencontré des personnes qui étaient très récalcitrantes ou qui étaient fermées à ce genre de pratique, justement, qui ne voulaient pas forcément s'exprimer trop et donner un peu de soi? Alors, je sais que dans la vie privée, j'ai essayé de l'aborder en famille, c'est intéressant,
Mais voilà, dans le monde professionnel, on est un peu habitué à ce genre d'approche un peu scientifique, entre guillemets. Enfin, pas entre guillemets, à ce genre d'approche scientifique. C'est peut-être moins le cas dans la vie privée. Donc, c'est à manier avec des pincettes. L'exercice est intéressant, mais il est à expliquer et à vraiment prendre du recul par rapport à ces éléments-là pour pas être dans le définitif. C'est vraiment donner des clés de compréhension sans dire tu es comme ci ou tu es comme ça. Et surtout pas dire, c'est vraiment des zones de confort, c'est pas des zones plutôt complète. Après, pour revenir sur dans la vie professionnelle, moi, le constat que je fais, c'est que voilà, dans le cadre du management de projet, on a du mal à l'inscrire dans les outils définitifs non, mais régulièrement utilisés dans les entreprises. Je parle pas que de la mienne, hein, je parle dans pas mal d'entreprises que je vois autour de moi sur ces outils-là. Alors que dans les hackathons, ou quand je le vois avec des étudiants ou autres, il y a une forte velléité d'apprendre, d'oser. Alors c'est peut-être une question d'âge, parce qu'on est à un âge peut-être quand on est étudiant où on va avoir des personnes qui sont plutôt prêtes à faire l'effort de mieux se connaître, qui n'ont pas trop d'a priori sur elles-mêmes, qui sont encore prêtes finalement à avancer sur ces sujets-là, à être sensibles à ces questions-là. Donc moins d'a priori, moins de routine, moins de sujets avec le sentiment de devoir se remettre en cause, alors que c'est pas du tout une remise en cause, c'est une question de mieux se comprendre. La seule remise en cause que je peux affirmer, oui, c'est l'humilité devant les faits, parce que souvent on va accuser, venant de la communication, on va souvent accuser finalement les autres de pas comprendre, de pas savoir écouter, etc., alors que quand même j'essaie de me dire que dans 100% des cas, ça reste l'émetteur du message qui est le responsable si l'autre comprend pas. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu, Guillaume, mais en tout cas, c'est mon expérience personnelle par rapport à ces questions-là. En tout cas, on le voit que dans les hackathons, ça permet vraiment de forger une équipe, en tout cas, sur ces questions-là. Sandrine. Hello, Sandrine. Oui, bonjour. Oui, c'est pas forcément une question, mais plus une réflexion que je me faisais. Bon, déjà, je trouve ça super intéressant. Enfin, j'ai découvert là ces méthodes grâce à cette présentation. Et c'est vrai que tu précisais en fait à chaque fois, voilà, il y a une dichotomie, mais il y a un choix à faire quand même si parfois tu peux dire qu'on est effectivement un peu des deux. Mais finalement, bon, tu disais qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais je me dis aujourd'hui, dans notre société, il y a quand même certaines compétences ou certaines valeurs qui sont promues, et donc même si entre guillemets tu dis qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, j'ai l'impression qu'il y a quand même des comportements qui sont plus ou moins encouragés. Enfin, plutôt plus que moins. Et voilà, je me pose la question de me dire, est-ce que certaines personnes ne sont pas aussi mal à l'aise face à ça? Parce que finalement, je ne sais plus comment tu exprimais ça au début, mais c'est pas le courage d'être soi, mais en tout cas de donner à chacun la possibilité d'être soi. Mais est-ce que aujourd'hui, entre guillemets, c'est vraiment possible au sein de nos organisations, si tu veux, d'être soi? Alors, je suis pas psychologue, je te donne mon avis, mon témoignage par rapport à ça. Évidemment, je vois comme toi les soft skills, voilà, qu'est-ce qu'on cherche comme nouveau profil, etc. Mais je pense que inconsciemment, c'est que les gens, en gros, les recruteurs ou les RH ou les managers n'ont pas spécialement fait le MBTI pour autant, mais ils sont conscients que leurs équipes sont déséquilibrées et qu'il manque des aspects. Et c'est plutôt ces nouveaux aspects qu'on va chercher qui étaient un petit peu ignorés, des profils un peu plutôt RH, Sciences Po, littéraires pour des boîtes d'ingénieurs ou des boîtes techniques et industrielles, typiquement parce que il y a eu beaucoup de profils. En gros, souvent le recruteur, il sera à l'aise pour recruter quelqu'un qui lui ressemble finalement. De devoir recruter quelqu'un qui n'a pas le même profil, déjà on n'est pas tout à fait à l'aise. Donc faut déjà être conscient de ça. Et c'est plutôt ce genre de profil aujourd'hui où j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt dans cette tendance-là qu'on est aujourd'hui. On se rend compte qu'on a besoin de nouvelles approches complémentaires dans nos équipes qu'on n'a pas, et c'est plutôt ces profils qu'on recherche. Sachant que les autres sont peut-être déjà installés dans les entreprises en fait. Mais c'est un point de vue personnel là-dessus. Ça mériterait d'aller plus loin, de faire peut-être, voilà, si je suis manager, alors je vais pas le faire avec les mains, mais c'est pas pour rien que c'est utilisé dans un certain nombre de pays, ce MBTI. Il est pas, voilà. Alors je dis pas de l'utiliser avec les 4 slides que je vous ai montrés. Hein. Il y a des, voilà, ALS, typiquement si je prends ALS, on l'avait fait avec un consultant de façon individuelle où j'avais eu plusieurs centaines de questions, et je l'ai fait une autre fois, 2 fois d'ailleurs, avec un dispositif qui s'appelle Action Type. Alors là, c'est pas des questions, c'était à l'époque avec un entraîneur des équipes de France de judo qui nous avait fait faire ce MBTI, mais uniquement à travers la gestuelle. Et pour eux, c'était hyper important de l'utiliser parce qu'en fait, ils étudiaient les adversaires par leur gestuelle pour connaître où étaient leurs points faibles, leurs points forts, etc., pour que avant les combats, les judokas français savaient
potentiellement où étaient les points faibles. Et c'était assez scotchant parce qu'en quelques gestes, il arrivait à faire mon profil MBTI qui correspondait à celui que j'avais fait à travers quelques 400 questions, quoi. Et c'était assez bluffant. Et c'est pour ça que la question, est-ce qu'on peut changer? Oui, enfin, le corps, voilà, il y a des attitudes, je pense qu'elles se renforcent au fur et à mesure du temps. Changer, je pense, c'est plus compliqué par rapport à ça. Mais les deux approches étaient intéressantes, hein. Voilà, c'était avec Jacques Bauer qu'on l'avait fait, que un certain nombre d'entre vous connaissent également. Donc la partie individuelle, il l'avait fait pour un certain nombre de personnes au sein du groupe PS. Et Action Type, on l'avait fait notamment avec des entraîneurs. Je l'avais fait également au club d'Aviron à l'époque, sur la même approche gestuelle. Mais les deux sont vraiment intéressantes. En tout cas, ça permet de. C'est assez scotchant parce qu'on a beau lutter contre, on voit dans la gestuelle notamment, ben voilà, mets-toi en équilibre comme ça. S'il me pousse un tout petit peu, ben tout d'un coup, je vais reculer, alors que quelqu'un qui a le profil opposé, ben il reculera pas, quoi. Simplement par des attitudes qui sont différentes. Donc c'était assez scotchant cette partie-là. Voilà. Mais effectivement, je pense que les soft skills, c'est bien parce que je pense que c'est un rééquilibrage, mais ça fait pas le tout. Je pense que c'est vraiment la complémentarité dans les équipes dont il est question. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très bien dans les entretiens qu'il y ait souvent au moins deux passages, un avec le recruteur qui sera en gros le manager direct, et un autre avec les RH qui ont une vision un peu différente justement sur ces questions-là. Parce que je me souviens d'une conférence qu'on avait organisée avec une personne qui faisait du coaching des hommes politiques sur les prises de parole en public, etc., etc. Et donc sur les approches, et qui disait notamment, on est à l'aise avec ceux qui nous ressemblent, que très vite on n'est pas à l'aise avec les autres. Et donc expliquer à un homme politique ou à n'importe qui va prendre la parole que face à lui, il a des personnes qui ne fonctionnent pas comme lui. Il y en a très très peu. En gros, il y a 64 possibilités de MBTI, si je prends juste cette partie-là. Il y a 63 autres cas face à vous, potentiellement. Donc, il y a peu de chances que, donc, être humble et à un moment où vous dites les choses, posez-vous la question, c'est plutôt des réflexes d'humilité à avoir par rapport à ces questions-là. Pas de les avoir en temps réel, parce que ça, c'est pas possible. Moi, j'y arrive pas. Mais d'être conscient que s'il y a un point d'achoppement, posez-vous la question, pourquoi, qu'est-ce que vous avez fait qui puisse provoquer ce point d'achoppement, en fait, cette crispation-là, plutôt que de se dire que l'autre comprend rien ou l'autre n'est pas d'accord. Alors, bien sûr, on a le droit de pas être d'accord, c'est pas la question. Mais pourquoi, tout d'un coup, ça va créer ces points de crispation? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse brièvement, notamment dans le monde associatif, parce qu'au pire, dans le monde professionnel, il y a soit l'entreprise elle est libérée, soit les managers sont ouverts, soit on est vraiment dans le collaboratif, soit on est très vertical. Bon, ok, si on est vertical, c'est comme ça. Dans le monde associatif, les gens, ils sont bénévoles et autres, donc on a besoin de tout le monde, donc on est assez naturellement dans un mode collaboratif. C'est pas pour autant, et on le voit bien sur les crises de bénévolat ou autres, on entend beaucoup de dirigeants de clubs dire on cherche des bénévoles, on les trouve pas. Oui, mais parce que peut-être qu'on s'est pas intéressé à qui est-ce qu'il faut comme bénévole, quelles sont justement ces complémentarités à trouver. Un jeune aujourd'hui, mais ça c'est presque un autre sujet, il veut pas être là pour assister à un comité, il veut être engagé, il veut pouvoir exprimer ses talents, faire des choses. On est plutôt tout meilleur dans ce mode projet. Demander à des jeunes de rentrer dans un comité, ça va pas les intéresser. Si vous leur dites, on va essayer de faire une brocante qui va nous prendre, pour la préparer, admettons 3 fois 4 heures, et plus la journée, le jour de la brocante et un débriefing, qui est partant pour faire là-dessus, et chacun va pouvoir amener des talents. Tiens, moi je veux faire ça, je peux vous aider pour la communication, moi je peux faire ça pour l'animer, moi je peux faire ça pour mettre les traits par terre, etc. Et là, vous aurez du monde dans une équipe projet. Parce qu'on est plus en mode projet aujourd'hui. Et on a du mal à... notamment avec les nouvelles générations, parce que c'est plus naturel, ce mode réseau, ce mode tribu, de complémentarité, de gens qui vont se retrouver ensemble sans se connaître, mais parce qu'ils sentent qu'ils peuvent apporter quelque chose à un projet. C'est ce qu'on voit dans les hackathons. Au départ, l'équipe elle n'est pas formée, il y a peut-être 2-3 personnes. Le projet va intéresser des gens, donc s'ils viennent, c'est justement de creuser dans le portrait robot pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter là-dedans pour justement optimiser ces complémentarités-là, en fait. Lourde responsabilité pour l'émetteur, en tout cas humilité à avoir pour les émetteurs d'une façon
suis assez... Non, mais en fait, je disais ça parce que toi, tu dis en fait que l'émetteur, enfin, s'il n'a pas été compris, c'est entre guillemets de sa responsabilité. Enfin, c'est à lui entre guillemets de peut-être porter le message par différentes voies. Et c'est vrai que je sais en communication non violente, on dit aussi que dans la relation, on est deux et que chacun est responsable de 50% de la relation. Alors je me dis, voilà, peut-être quand même le récepteur, il a aussi une petite part de responsabilité. Oui, je veux bien, mais je reprends l'exemple. Enfin, c'est pour ça qu'il y a aussi les profils sensuels. Je reprends vraiment cet exemple. Vous voulez dire quelqu'un entre deux portes ou à la cafette, si c'est un visuel, vous avez peu de chances qu'il l'entende. Il l'entendra pas, puisqu'il a besoin de le voir il a besoin de le voir pour le comprendre, pas pour le croire, mais pour le comprendre, simplement. Et pareil, certains vont dire, oh là là, mais je suis recruteur, je vois le mec, il prend pas de notes. Ouais, mais enfin, le visuel, c'est souvent un visuel qui va dire ça. Je comprends pas que l'autre prenne pas de notes, parce que moi, j'ai besoin de prendre des notes, mais lui n'a peut-être pas besoin. Même si dans le fond, on sait que c'est peut-être quand même mieux de prendre des notes pour... voilà, mais on voit bien ces approches-là. Elles sont très définitives, souvent. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres marques? Moi, on peut pas encore peut-être tendre un autre témoignage, ou c'est quelqu'un qui est un chef de projet ou qui participe à un projet. Hein, qu'est-ce qu'il en pense parmi les gens? N'ayez pas peur, c'est le moment. Alors, Fabien, je suis dans le CA d'une association. Je confirme que l'approche de la collaboration utilisée dans les forces de chacun pour se repartir les tâches fonctionne très bien. Bah, tu peux peut-être ouvrir ton micro, Fabien, et témoigner peut-être en quelques mots là-dessus. Bonjour à tous. Effectivement, en fait, c'est ce que tu disais. C'est dans quelle assoce, si tu peux dire en quelques mots, pardon. Alors, je suis dans l'assoce au jeu, qui est une association sur Strasbourg de jeux de société et de jeux de rôle, qu'on essaie d'ouvrir à un maximum de gens, pas juste entre nous. Donc, on participe à des activités dans différents événements sur Strasbourg. Et en fait, justement, on a eu notre assemblée générale il y a peu de temps, et voilà, on est 9, je crois, dans le CA, et c'est vraiment bien à un moment la question de qui fait quoi. Et on n'éclairant pas dans cette approche très verticale où on dit toi tu fais ça, toi tu fais ça, et on a laissé à chacun la possibilité de dire moi j'ai une préférence ou j'ai des connaissances dans ces zones-là, et je pense que je pourrais être mieux dans cette section et apporter mon aide là-dedans, parce que je me sens mieux et machin. Et donc tout le monde a trouvé sa petite place, et tout le monde au final est satisfait de ça, de ce fonctionnement, plutôt que de te forcer de faire quelque chose auquel il va pas être à une place auquel il va pas être efficace, justement, et qui pourrait être découragé d'être bénévole, justement. Alors là, je partage complètement. Quand j'ai pris mon poste de coordonnateur innovation, en gros, j'ai dû organiser depuis 5-6 ans plusieurs centaines d'événements. Sur les plusieurs centaines, il y en a peut-être une dizaine max où les gens ont été invités. Tous les autres, c'est toujours un formulaire d'inscription, parce que le volontariat est une des vraies forces. Et ce qu'on voit dans les communautés de pratique, parce que vous aurez un certain nombre de liens dans les communautés de pratique, ce qui fonctionne, c'est justement des gens qui volontairement se retrouvent ensemble pour essayer de faire des choses. Et en gros, ils sont dans une autogestion. C'est pas les absents, les bonnes personnes sont là. Et donc, c'est exactement ce qui se passe dans l'hackathon. On n'a pas le temps de se poser la question qui n'est pas là, qu'est-ce qu'on ne sait pas faire, capitaliser dans ce qu'on est faire. Et en plus, on n'a que 54 heures pour partir de rien, pour faire un prototype à l'arrivée, quoi. Donc, c'est très, très apprenant sur ces questions-là. Et souvent, c'est ce que je dis à mes étudiants, hein, souvent, les personnes qui vont à hackathon ne ressortent pas entiers d'un... C'est plus les mêmes personnes. Ils sont arrivés au hackathon, notamment les étudiants, en tant qu'apprenants, ils ressortent en tant que sachants. Ils se sont rendus compte qu'ils savent plein de trucs, qu'ils apportent. Personne n'essaye de savoir s'ils ont leur diplôme ou pas. On capitalise sur leur talent. Et ils en ont déjà. C'est pas la peine d'attendre le diplôme, c'est pas la peine d'attendre la lettre d'embauche pour être à l'aise avec ce genre de questions. C'est exactement ce que je dis dans mon TEDx, de toute manière. Donc là-dessus, voilà. N'hésite pas à mettre dans le chat le lien vers ton assos. Voilà. Parce que je trouve que l'idée, elle est plaisante. N'hésite pas. Voilà. Si vous voulez, je peux prendre une dernière question, mais après, il faut que j'enchaîne le temps de préparer les suivantes, enfin les événements suivants. Est-ce qu'il y a encore une question? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Si ce n'est pas le cas, du coup, je vous propose peut-être de clore cette session, finalement, pour vous proposer de vous inscrire, si vous le pouvez encore, si vous êtes dispo, pour un événement qui aura lieu dans un quart d'heure sur le numérique responsable.
enfin pas dans un quart d'heure, à 10h30 sur le numérique responsable. Et cet après-midi, un voyage au pays de la data qu'on organise avec Numéum, le syndicat des technologies du numérique notamment, et puis avec le comité des offres de solutions pour l'industrie du futur. Donc ça c'est cet après-midi, 4 sessions d'1 heure. Et puis demain matin, une grosse séance d'idéation en vue du Hacking Industry Camp. Il reste quelques places, on est déjà une trentaine, mais voilà, il reste des places par rapport à ça. N'hésitez pas si vous voulez en être. Voilà, merci Fabien pour le partage. En tout cas, merci à vous. Très bonne journée et peut-être à plus tard. Voilà, merci, au revoir.